L'invité de notre grande interview, je le disais, c'est Charlotte Godin, une entrepreneure qui a su s'imposer sur le secteur financier en 2019 avec sa fintech AML Factory. Bonjour Charlotte Godin. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Tech. AML Factory, on va en parler, dont l'objectif est d'aider les entreprises à gérer leurs obligations liées à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce rêve d'enfant dont je parlais en préambule de cette émission, de devenir commissaire de police, il est finalement pas si anodin que ça, puisqu'il vous a amené à vous intéresser à cette problématique, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, je voulais surtout être criminologue. J'étais assez fascinée par les tueurs en série. Je trouvais que c'était assez extraordinaire ce qu'un être humain pouvait faire à un autre être humain. Malheureusement, ce métier n'existait pas en France. Ouais. Donc, l'option commissaire de police était l'option qui s'en rapprochait le plus. Et donc, après avoir fait du littéraire, je suis rentrée en droit, pour faire du droit pénal. Et puis, j'ai fait quelques stages en prison, en centre médico-légal, en cour d'assises. Je me suis rendu compte que je voulais ni envoyer les gens en prison, ni voir les victimes, la souffrance des victimes. Donc, c'était un peu compliqué d'être commissaire de police. Et donc, j'ai bifurqué vers l'administration centrale. Donc, j'ai passé 2 ans au ministère de l'Intérieur. Et là, on a creusé des sujets un peu plus profonds, notamment sur les problématiques de financement du terrorisme bien sûr, et tout ce qui a été trafic d'êtres humains, ce genre de choses. Et... Donc ça s'est fait à ce moment-là. C'est à ce moment-là de votre parcours que vous vous êtes orienté vers ce dont on va parler aujourd'hui, la conformité bancaire et financière, c'est ça? Parce qu'effectivement, donc c'était la lutte anti-blanchiment qui me plaisait bien, qui était un bon moyen de lutter contre les crimes sexuels et les atteintes aux personnes. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne voulais pas faire de l'administration centrale. C'était un peu trop plan-plan par rapport à mon dynamisme. Et donc j'ai cherché dans le secteur privé ce qui existait en lien. Et effectivement, il y avait la notion de contrôle interne, dans laquelle on trouvait la compliance, dans laquelle il y avait la lutte anti-blanchiment. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers le privé dès 2007. On va parler de ce que vous faites évidemment aujourd'hui avec AML Factory. Juste pour placer un peu le contexte, quels sont les grands enjeux aujourd'hui de la lutte contre la criminalité financière? Voilà. Ensuite, on verra comment vous y répondez avec votre solution et votre entreprise. Alors, disons que les gouvernements se sont rendus compte... Je ne sais pas si c'est tôt ou tard, mais en tout cas, c'était fin des années 80, donc soit 15 ans après la naissance de Don Corleone, de Scorsese, que s'ils voulaient démanteler les organisations de stupéfiants, il fallait traquer les flux plutôt que de traquer la drogue. Et c'est comme ça qu'est née la réglementation en matière de lutte anti-blanchiment, qui ensuite a été élargie au fur et à mesure à d'autres crimes pour pouvoir mieux prévenir justement les infractions beaucoup plus larges. Et donc, au fur et à mesure, ils ont intégré des nouveaux professionnels, ce qu'on appelle des professionnels assujettis, donc des entreprises qui doivent respecter cette réglementation, qui doivent identifier leurs clients, vérifier leurs flux, etc., pour les déclarer aux autorités, pour qu'elles puissent faire leur job. Et donc maintenant, en fait, ça couvre n'importe quelle infraction qui est punie de plus d'1 an d'emprisonnement, et ça couvre une trentaine de secteurs d'activité différents, donc des entreprises qui doivent respecter cette réglementation. Alors voilà, expliquez-nous à qui s'impose cette réglementation. Vous, vos clients aujourd'hui, ce sont des acteurs privés du secteur financier, c'est ça? Voilà. Expliquez-nous exactement. Alors, il y a 2 types d'acteurs qui sont soumis, donc tout le secteur financier, donc tout ce qui est banque, assurance, mutuelle, les paiements, la crypto, ce genre de choses. Et vous avez aussi une partie du secteur non financier, avec les secteurs qui vont qui vont être en lien avec des produits ou des vecteurs de grands prix, type l'immobilier, les jeux, les notaires, les avocats, les huissiers, les sociétés de domiciliation, même tout ce qui est tout le monde de l'art. Parce que justement, ce sont des produits qui peuvent permettre de transférer de l'argent depuis un point A à un point B. Et donc nous, aujourd'hui, on travaille principalement avec le secteur financier, effectivement, puisque le secteur non financier étant peu mature encore sur le sujet et peu sanctionné par les autorités, il n'a pas forcément encore compris l'importance du sujet, et en tout cas, il n'a pas les sanctions qui lui imposent de faire beaucoup de choses, on va dire. Comment alors les entreprises, avant votre solution, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, gèrent-elles aujourd'hui ces contraintes en matière de lutte contre le blanchiment? Quels sont les obstacles qu'elles rencontrent? Alors, donc depuis fin des années 80, il y avait deux types d'acteurs qui pouvaient les aider. Donc la partie conseil ou avocat, qui va permettre aux entreprises de bien comprendre la réglementation, de définir des procédures, des normes internes, une organisation, une gouvernance qui permettent de répondre aux différents points de la réglementation. Ce que vous avez fait pendant quelques années d'ailleurs? Exactement, ce que j'ai fait pendant mes 12 premières années d'entrepreneuriat. Et à côté, donc une fois qu'ils ont ces magnifiques procédures qui imposent beaucoup de tâches et beaucoup de contraintes, ils vont chercher des briques tech sur le marché pour pouvoir industrialiser au maximum les process. Et donc il y a des très grosses entreprises qui existent depuis les années 90 déjà,
Et en fait, quand vous regardez un peu le marché, vous vous rendez compte que ces entreprises, elles vont traiter un sujet de la réglementation. Vous avez 2 grandes obligations principales. Ouais. On va vraiment simplifier. Vous avez la connaissance du client, donc savoir qui est votre client, combien il gagne d'argent, quels sont les flux qui sont censés rentrer sur son compte et sortir de son compte. Donc c'est ce qu'on appelle la connaissance client, donc le KYC. Ouais. Et ensuite, vous avez le parallèle qui s'appelle le KYT, donc la connaissance des transactions et la surveillance des transactions pour vérifier que les transactions sont en adéquation avec le profil du client. Donc sur ces 2 grandes problématiques, vous avez des acteurs majeurs qui existent depuis les années 90. Et puis ensuite, vous avez plein de petites boîtes qui se sont créées au fur et à mesure, et notamment sur les 5 dernières années, qui vont traiter une partie de ces sujets. Donc, notamment sur la connaissance client, vous en avez certains qui vont proposer l'analyse des documents d'identité avec un liveness, donc pour vérifier que la personne qui est face à sa caméra, c'est bien celle qui a une photo sur son identité, sa carte d'identité. Et donc voilà, vous avez plein de briques qui vont traiter une partie du sujet. Premier constat que moi j'ai fait, en tout cas au moment où j'ai lancé AML Factory, c'est que vous avez plusieurs providers qui vont traiter une partie du sujet. Donc vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de providers pour pouvoir traiter tout le sujet. Le problème, c'est que souvent, ces briques tech ne discutent pas entre elles. Donc vous avez des données d'un côté et des données de l'autre qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. Et vous avez un être humain au milieu qui peut s'arracher les cheveux. Et aucune de ces briques ne va discuter avec la partie procédurale qui est proposée par les experts du sujet. Et donc, résultat, il y a des différences entre ce qui est dit dans les procédures, donc ce qu'ils doivent appliquer, et ce qui se passe dans la vraie vie, dans les outils, dans les process. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre une voie différente, d'industrialiser cette partie procédurale et normative, non seulement pour offrir une évaluation de la conformité en temps réel à nos clients, mais aussi pour pouvoir industrialiser toute la chaîne opérationnelle et pas uniquement une partie de la connaissance client ou une partie du transaction monitoring. Alors expliquez-nous comment ça marche exactement, sur quelle technologie elle repose votre solution donc d'automatisation, d'industrialisation, c'est ce que vous disiez, de tout ce process. Alors on a commencé par modéliser la réglementation, donc les différentes règles applicables et les différents arbres des possibles en fonction des options. Si vous êtes si vous avez un client personne physique ou personne morale, vous n'allez pas réagir de la même manière, par exemple. Est-ce que c'est une réglementation qui évolue beaucoup, à laquelle il faut s'adapter assez régulièrement? À minima 4 fois par an. D'accord. Ne serait-ce que par la publication des listes pays qui ont des déficiences stratégiques en matière de lutte anti-blanchiment. Et ensuite, sur des évolutions majeures, ça va plutôt être tous les 3-4 ans. Donc on a commencé par modéliser la réglementation avec tout cet arbre des possibles qui a permis de créer un premier algorithme. Et donc globalement, pour faire assez simple, dans notre back-office à nous, on a la procédure idéale, quels que soient les arbres de décision possibles. Chacun de nos clients a son propre environnement dans lequel il a sa procédure à lui, donc on modélise aussi dans la plateforme. Et la plateforme, elle va lui délivrer en fait un premier service qui va être évaluer l'écart qu'il peut y avoir entre cette procédure à lui et ce que demande la réglementation, pour lui dire ce qu'il doit corriger, soit parce qu'il est surconforme, il se crée des contraintes qui ne sont pas justifiées d'un point de vue réglementaire, soit qu'il est en non-conformité et donc il risque de se prendre une sanction. Et ensuite, cette partie procédurale va permettre de paramétrer nos algorithmes d'analyse des connaissances clients, donc la partie KYC, et d'analyse des transactions, pour pouvoir ensuite regarder chacun des dossiers clients et en fonction des différents critères et des différentes données qu'il y a sur un client, dire si, de manière très simple, il est vert, orange ou rouge, et donc qu'est-ce qu'on doit faire comme contrôle supplémentaire sur cette personne, et quelle est la hauteur de la supervision qu'on doit apporter sur ces transactions. Donc aussi aujourd'hui, ce qui vous différencie de vos concurrents, ou en tout cas ce sont vraiment ces algorithmes, voilà, pour qu'on comprenne bien, qui vous différencient et qui permettent de rendre cette solution adaptable, c'est ça, à toutes les organisations, et c'est ça? En fait, c'est le premier algorithme qu'on a créé de modélisation de la réglementation, qui est notre principale différence avec nos clients, puisque ça, pour l'instant, ça n'existe pas sur le marché. Et la deuxième, c'est que puisque nos clients ont leur propre procédure directement dans la plateforme et qui peuvent la modifier eux-mêmes, c'est eux qui ont la main sur le reparamétrage des algorithmes qui en découlent. Et ce qui fait aussi la deuxième différence. Vous parliez tout à l'heure des différents providers, voilà, qui répondaient à différentes parties de la problématique en tout cas. Est-ce qu'il y a des inégalités aujourd'hui en fonction de la taille de la structure, de type de structure, voilà, pour des questions budgétaires par exemple, voilà, d'entreprises qui n'ont pas aujourd'hui les moyens ou qui ne peuvent pas répondre à cette problématique-là pour telle ou telle raison? Vous par exemple, à qui vous vous adressez? À quel type d'acteurs? De quelle taille sont-ils? Alors ça fait beaucoup de questions. Oui. Une par une. Alors, en fait, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez les mêmes obligations qu'un grand groupe bancaire, type Société Générale ou Crédit Agricole. Mais peut-être pas les mêmes moyens pour y répondre. En général, non. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc après, l'objectif, c'est souvent, ils se débrouillent en interne, donc avec des êtres humains,
avec des processus artisanaux donc qui génèrent parfois des erreurs humaines ou un manque de temps pour pouvoir faire les contrôles. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième sujet principal qui est rencontré par tous les acteurs, et notamment ceux du secteur non financier, c'est qu'une des obligations impliquées par cette réglementation, c'est d'identifier ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées, pour vérifier les risques de corruption. Sauf qu'il n'y a pas de liste officielle étatique établie par les pays. Donc, pour pouvoir répondre à cette réglementation, enfin, cette obligation-là, on est obligé de passer par un logiciel tiers qui coûte très très cher. La plupart des entreprises qui proposent ce type de service ont un point de départ de 15 000 € à l'année. Quand vous êtes par exemple un agent immobilier et que vous avez peut-être, je ne sais pas, 100 ou 150 transactions, avoir un logiciel qui coûte 15 000 € dans l'année, c'est pas tout à fait en ligne avec... sur le ROI, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième question que vous aviez posée. Et sur la troisième, nous, aujourd'hui, on a des très gros acteurs. On travaille par exemple avec la Caisse des dépôts ou avec le Crédit Agricole. Mais on a aussi des tout petits acteurs qui sont en entrée sur le marché, notamment des boîtes de crypto-actifs, donc ce qu'on appelle les... PSAN, ou des établissements de paiement, de monnaie électronique qui sont en lancement de leur service et qui, eux, partent from scratch et ils ont besoin de tout. Et donc l'avantage, c'est que là, ils ont une solution clé en main et ils n'ont pas besoin de recourir ne serait-ce qu'à un expert de la réglementation AML parce que c'est nous qui les offrons. Et donc ils ont aussi moins de dépenses côté ressources humaines. Donc solution clé en main pour qu'on comprenne bien. Donc là, la promesse ici, l'ambition d'AML Factory, c'est quoi? C'est un gain de temps, un gain économique? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients? Ces deux aspects-là? Plus la sérénité. Puisqu'on leur donne aussi l'évaluation en temps réel de la conformité. C'est nous qui assurons la veille réglementaire, donc on leur indique quand la réglementation change et ils peuvent mettre à jour leur procédure d'un simple clic. Donc voilà, c'est trois éléments. Gain de temps, on divise à peu près par 8 le temps de traitement manuel. Gain d'argent, c'est en moyenne 50% de dépenses annuelles par an. Et puis la sérénité avec un... On ne peut pas dire que le risque de sanction est égal à 0, parce qu'ils ont le droit de ne pas suivre nos conseils. Mais s'ils suivent nos conseils, a priori, c'est 0. On a parlé de réglementation, évidemment. Où est-ce qu'on en est de l'harmonisation de cette réglementation aujourd'hui? Vous parliez de réglementation internationale, européenne, française. On en est où là-dessus? Alors, on a un organisme intergouvernemental qui s'appelle le GAFI, qui édicte les standards minimums applicables dans l'ensemble des pays du monde, en tout cas pour ses signataires. Et ensuite, chaque État signataire va faire sa propre réglementation. Nous, on appartient à l'Union européenne et donc forcément, on a la Commission qui va venir son petit grain de sel depuis le lancement de cette réglementation. Donc, on a une première directive européenne en 91. Donc, ce qui dit directive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Commission donne des obligations aux États, donc tous les États membres, et les États membres ensuite adoptent une réglementation, enfin une législation en interne dans son propre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par cette mécanisme de directive, vous avez des différences entre chaque État membre de l'Union européenne. Et là, la très bonne nouvelle pour nous, c'est que la Commission européenne a proposé un nouveau paquet législatif européen qui devrait être applicable en 2025 et qui va en fait passer d'un système de directive à un système de règlement unique européen, donc qui va harmoniser toutes les règles dans toute l'Europe, plus les 3 pays additionnels de l'espace économique européen. Donc vous, les conséquences sur votre business ici? Alors déjà, ça va nous permettre de partir à l'Europe, de partir au niveau international beaucoup plus rapidement et avec moins d'enjeux tech, puisqu'on aurait dû, pour pouvoir partir à l'étranger, avoir des référentiels différents en fonction des différents pays, alors que là, en fait, on aura juste à modifier en 30 minutes notre plateforme pour pouvoir en fait adresser n'importe qui dans n'importe quel pays de l'Europe. Je le disais, on va parler évidemment aussi de votre parcours d'entrepreneur. Charlotte Godin, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en 2019, à créer AML Factory? Vous le disiez, cabinet de conseil en compliance juste avant. Voilà, qu'est-ce qui était plus possible de faire ou pas possible de faire? Qu'est-ce qui, à un moment, qui a fait que vous vous êtes dit, là, il faut que je me lance? Alors moi, je suis entrepreneur depuis 2011. Donc j'avais créé mon propre cabinet de conseil et dans lequel j'avais... Donc forcément l'activité lutte anti-blanchiment, quel que soit le sujet, création de dispositifs, formation, coaching, mise à jour, assistance en cas de contrôle du régulateur. Et j'avais une deuxième activité, c'était accompagner les fintechs à obtenir des agréments pour devenir établissement de paiement non électronique. Et à chaque fois, la plupart du temps, ces fintechs-là m'ont confié pendant leur premier temps d'exercice la fonction de responsable compliance avec la plus grosse problématique lutte anti-blanchiment. Et en fait, ce que je faisais, c'est strictement la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que j'avais la procédure qu'on avait rédigée, qui a été validée par le régulateur. Je faisais la veille réglementaire.
Je mettais à jour la procédure, je la faisais valider par les dirigeants, et une fois qu'il avait validé, je demandais aux équipes tech de reparamétrer les différents outils en fonction de ce nouveau paramétrage. Je mettais à jour les guides opérationnels, je mettais à jour les formations, je mettais à jour les plans de contrôle, et je faisais mon job de vérification que tout était fait. Et je me suis dit, alors déjà, première chose, c'est que je ne pouvais pas avoir plus de 3 clients en même temps. Ouais. Et surtout, je me suis dit, si je fais exactement la même chose pour 3 personnes en même temps, c'est qu'il y a quelque chose qui s'automatise. Et c'est comme ça qu'est né le projet ML Factory. L'entrepreneuriat, je crois que c'est une affaire de famille chez vous. Est-ce que vous aviez des appréhensions particulières avant de vous lancer dans la création de votre start-up ? Alors, pas du tout. Non. Pour le coup, la première fois que je me suis lancée, c'était une question d'opportunité. Et puis, c'était du conseil que je faisais déjà avant. Oui. Donc, pas besoin d'investir. J'avais juste besoin d'un laptop et de mes cellules grises. Donc, pas d'enjeux financiers, etc. Quand j'ai recruté dans mon cabinet de conseil, j'avais un peu la trouille d'avoir des salariés. Mais au final, ça s'est très bien passé. Et pour moi, c'était une suite logique, en fait. C'était en fait l'aboutissement de 10 premières années d'entrepreneuriat en me disant en fait je vais faire quelque chose qui a un peu plus de challenge effectivement. Après je pensais pas que ce serait si compliqué. Être solo fondeur d'ailleurs, parce que je le disais, un CEO et fondatrice. On voit beaucoup de startups avec des cofondateurs, des cofondatrices. Est-ce que ça a été une difficulté particulière en effet de se lancer seul ? Oui, à plusieurs titres. Premier titre, c'est que vous n'avez personne avec qui partager vos angoisses et de challenger vos idées, même si je pousse mes équipes à le faire et à me remettre en question. Mais oui, c'est effectivement le fait de ne pas avoir un binôme avec qui échanger en permanence, ça peut être assez problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de bonnes personnes, que ce soit avec les investisseurs ou avec des personnes, des freelances qui vous accompagnent sur différents sujets, et faire en sorte que les salariés acceptent de ne pas se positionner en tant que salarié par moment dans la structure. Et le deuxième sujet, ça a été aussi au niveau des financements. Quand j'ai cherché des investisseurs, parce qu'effectivement, déjà une femme entrepreneur, c'est pas toujours très facile de lever les fonds, mais en solo fondeur, c'est encore plus compliqué. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a compliqué ce passage à l'acte ? Ou alors, à quel moment vous avez ressenti que là, vous étiez en effet, non pas seulement une entrepreneur, mais une femme entrepreneur ? Quand on m'a demandé si j'étais mariée, si j'avais des enfants ou si je voulais en faire. Ce sont des investisseurs qui vous ont posé ces questions-là ? Et là, ce à quoi j'ai répondu, si je dois en faire un autre, on est 2. Donc, a priori, je devrais pouvoir m'en sortir. Je le disais tout à l'heure, en France, seulement 9% des fondateurs de FinTech sont des femmes. Comment, selon vous, encourager, soutenir, propulser davantage les femmes fondatrices ou cofondatrices des startups sur ce marché ? Est-ce que vous réfléchissez à ce sujet-là ? Alors, pas forcément que sur ce marché, mais je pense qu'il faut qu'on change notre manière d'éduquer nos filles. Oui. Je le vois. Donc ça doit se faire très tôt. Très tôt. En fait, j'ai un exemple tout simple, mais ma fille a eu 10 ans il y a quelques mois et je lui ai autorisé pour la première fois à rentrer toute seule à la maison. Et mon mari n'était pas d'accord. D'accord parce que c'était une petite fille et que même si son frère avait le droit de faire la même chose à son âge, il fallait la protéger. Et je lui ai dit, en fait, non. Oui, effectivement, il y a peut-être plus de risques pour une petite fille, mais si on commence à lui dire, tu es plus faible, tu es plus fragile, etc., on va mécaniquement lui mettre des barrières. Et c'est elle qui va se limiter dans tout le reste de sa vie. Donc voilà, je pense que c'est l'éducation des petites filles qui va changer les choses. Éducation, une question culturelle. Le Female Founder Challenge 2022, dont vous avez été finaliste, est-ce que c'était ça aussi l'objectif, d'encourager, de mettre en avant des femmes entrepreneurs sur ce marché-là ? Voilà, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce concours ? Alors, effectivement, c'est ça, c'est le fait de pouvoir mettre en avant des femmes entrepreneurs, ce qu'on ne voit pas beaucoup. Alors, ça m'a foutu la plus grosse trouille de ma vie, je crois. Pour quelle raison ? De devoir pitcher en anglais devant 150 personnes dans la salle et avec plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes en retransmis. Ça m'a vraiment foutu la trouille de ma vie. Donc, j'étais toute tremblotante. Non, ça a été un bon exercice parce que c'est la première fois que je devais pitcher en anglais avec autant de personnes devant moi. Donc, voilà, c'est bien. Ça permet de passer des nouvelles étapes au fur et à mesure. Est-ce qu'on se sent peut-être aussi moins seul, avoir toutes ces femmes aussi entrepreneurs à ses côtés dans ces moments-là ? Je me suis sentie surtout très petite, parce qu'elles étaient toutes très grandes, et pourtant je suis pas petite, mais là, elles étaient toutes immenses. Oui, non, ça fait plaisir de voir des femmes qui ont des idées plus sympas les unes que les autres, et surtout, souvent, on cantonne les femmes entrepreneurs à des sujets très, très, très féminins et en fait, pas toujours. Et donc, c'est intéressant de voir des femmes qui ont des sujets pas toujours féminins. Je crois que vous êtes membre de l'association France FinTech. Tout à fait. À quand une fédération ou association des RegTech ? Je ne sais pas, mais j'invite n'importe qui à ouvrir le sujet et qui pourrait notamment
peut-être faire un peu de lobbying pour qu'il y ait une réglementation ou une certification des RegTech, ce serait intéressant. Parce que ça rejoint cette question de la femme, c'est-à-dire se sentir soutenue à un moment par tout un écosystème ou par une fédération, par une association. C'est important encore plus peut-être quand on est une femme entrepreneur. Je ne sais pas. Pour le coup, ce qui est sûr, c'est d'appartenir à une association professionnelle. Ouais. Ça vous permet de vous intégrer dans un écosystème. Nous, RegTech, on est considérés comme des fintech. Mais au final, les fintech nous considèrent plutôt comme des fournisseurs de solutions que comme des fintech. Ce qui est normal, parce qu'on est là, on est leur partenaire. Non, allez-y. Avoir un système juste RegTech, ce serait peut-être aussi limiter la capacité des RegTech d'avoir accès à un écosystème de clients. Ouais. Donc, peut-être pas forcément, je suis pas sûre. On va terminer, Charlotte Godin, si vous le voulez bien, par l'interview express. 2-3 minutes pour quelques questions un peu plus personnelles. N'ayez pas peur, même si ma première question, justement, est celle-ci. De quoi avez-vous le plus peur? Qu'est-ce que vous craignez le plus? Les cafards. Ça me dégoûte. Et dans la vie professionnelle? Je pense que ce serait si un de mes clients devait être contrôlé par le régulateur et que ça se passe pas bien. Ça, ce serait le plus gros échec. Votre plus grande fierté sur votre parcours de femme ou d'entrepreneur, hein, vous me répondez comme vous voulez. Je suis assez fière d'être rendue là où j'en suis, alors que je suis juriste, enfin littéraire et juriste, donc pas du tout businesswoman, femme avec une boîte rentable en moins de 2 ans de commercialisation. Je suis assez contente de moi. Vous aviez parlé juste avant d'échec, un moment dans votre vie que vous avez considéré comme un échec. Il y en a plein. En fait, je pense que chaque échec est une bonne façon d'apprendre, est une façon de rebondir. Et de toute façon, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous relever et de repartir. Donc, c'est plutôt un apprentissage. Vous, à quel moment vous avez trébuché sur ce parcours d'entrepreneur? Je pense que ceux qui nous écoutent seront intéressés. Peut-être qu'ils ont vécu les mêmes choses. J'ai fait confiance à potentiellement de mauvaises personnes à certains moments qui ont été très difficiles à gérer avec des gros impacts pour la structure, pour mon mental, pour ma famille aussi, parce que ça a été le fait de faire confiance à des mauvaises personnes. Parce qu'on a parlé tout à l'heure évidemment du fait d'être une femme, du fait d'être solo-fondeur. L'humain, c'est quelque chose de particulièrement compliqué à gérer quand on est auto-entrepreneur. Oui, parce que moi je suis quelqu'un qui est plutôt souriante, j'aime bien raconter des blagues, j'aime bien boire des coups avec les équipes, etc. Il y a toujours une difficulté d'avoir cette double approche de teammate et de boss. Et ouais, la gestion de l'humain est pour moi la chose la plus compliquée à faire, la plus challengeante et la plus désagréable aussi. Et enfin, une dernière question, si un génie était là et qui pouvait vous accorder un souhait? Elle est dure, celle-là. Un souhait? Vous n'avez pas le droit de répondre gagner au loto. Je dirais... rien à voir, j'ai le droit de faire... Ce que vous voulez. Protéger ma famille. Eh bien, on va terminer sur ces beaux mots. Merci beaucoup, Charlotte Godin, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Tech, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes la CEO et fondatrice d'AML Factory. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le grand rendez-vous.